Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Oracle Security Week. Je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième session de l'Oracle Security Week. Merci pour votre présence avec nous ce matin. Donc, je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing chez Oracle France. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, quelques secondes. Je prends l'opportunité à nouveau de vous présenter donc ces partenariats qu'on a avec Oracle University. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ces formations qui vous sont disponibles de façon gratuite, hein, juste à flasher le code, à vous inscrire. Et puis il y a une gamme très très large et notamment bien sûr sur les sujets de sécurité. Donc voilà, profitez de ces formations, certaines sont certifiantes. Et également, on a un groupe d'échange donc sur LinkedIn en français, 100% français, permettre de suivre l'actualité, notre actualité techno, mais également donc par rapport à cette série, d'autres séries que nous faisons, vous avez accès donc directement au replay. Voilà, si vous avez été absent hier, ou vous ne pourrez pas nous suivre demain ou après-demain, c'est une façon aussi d'avoir en direct accès via LinkedIn nos différents contenus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe LinkedIn. Le programme de notre Security Week, qui a commencé donc hier, on était sur les sujets donc de bases de données, hein, comment sécuriser donc vos bases de données Oracle. On a aussi parlé pas mal de tout ce qui était donc environnement, les réglementations notamment. On a aussi un peu parlé d'IA. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'infrastructure, hein, la continuité de service. Donc, je vais y revenir dans un instant. Demain, demain, donc même heure, ce sera la troisième session donc de la série. Donc à partir de 11 heures, on va traiter un sujet éminemment d'actualité, hein, pour vos applications d'intelligence artificielle, vos environnements d'intelligence artificielle, comment les sécuriser. On va traiter beaucoup de data, comment aussi assurer donc la souveraineté, hein, autour de vos applications d'intelligence artificielle. On aura un invité, on va faire venir donc un expert de chez Cohere, hein, qui est un éditeur de LLM, hein, qui nous donnera effectivement aussi sa vision sécurité, hein, autour de l'implémentation et l'utilisation de ces LLM. Donc ça, c'est demain, jeudi, à partir de 11 heures. Et puis on terminera donc la série vendredi, toujours pareil, à 11 heures le matin pour 1 heure. Et on va aussi traiter un sujet d'actualité, tout ce qui est gestion des identités, gestion des accès, hein, mise en place de votre stratégie sans mot de passe, donc, hein, qui terminera dans notre série. Pour ce matin, donc, on va s'intéresser donc au sujet des infrastructures. On sait comment les ransomware, hein, nous guettent en temps réel, je dirais, de plus en plus et même en permanence. Voilà, donc on va voir comment mettre en place une infrastructure résiliente, disponible, sécurisée. Avant de retrouver donc nos différents intervenants, le Safe Harbor, hein, tout ce qu'on va dire ce matin n'a pas vocation donc de contrat. Et maintenant, je vous présente nos intervenants pour ce matin, à commencer par Stéphane Cano, qu'on va retrouver donc tout à l'heure, qui est l'un de nos spécialistes, ceinture noire, principal system solution engineer chez Oracle France. On a également donc un invité donc pour ce matin de la société donc Composite, l'un de nos partenaires, c'est Gabriel Nitolescu, hein, qui est directeur, qui est Head of Data Department, voilà, chez Composite. On le retrouvera tout à l'heure. Et maintenant, je vais passer immédiatement la parole à Nicolas Belot, qui est directeur donc, de l'activité système pour Oracle France. Nicolas, si tu veux bien me rejoindre. Merci Patrick. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Nicolas Belot, je suis directeur des ventes système pour Oracle France et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre Security Week, deuxième webinaire Oracle consacré à un sujet devenu absolument stratégique, la sécurité. Notre offre Oracle System, ce sont des solutions matérielles, des solutions déployées au sein de vos data centers, exploitées et managées par vos équipes directement. Ce sont des solutions conçues pour garantir le contrôle, la performance, la résilience et surtout aujourd'hui la maîtrise complète de vos données. Au cœur de cette offre, vous connaissez certainement déjà l'Exadata X11, qui reste la plateforme la plus avancée pour héberger vos bases Oracle critiques. Elle allie puissance, disponibilité, scalabilité et sécurité. C'est le socle de confiance de nombreux clients, tous secteurs confondus.
Mais je souhaite aujourd'hui également prendre un peu de temps pour vous parler de 3 appliances complémentaires qui, ensemble, renforcent considérablement votre posture IT et votre sécurité. D'abord, le PCA, Private Cloud Appliance. Il vous permet de consolider vos applications virtualisées ou containerisées dans une infrastructure convergée Oracle automatisée. Et nouveauté majeure, le PCA peut désormais être équipé de GPU NVIDIA, ce qui en fait une plateforme de choix pour les usages les plus exigeants comme l'intelligence artificielle, comme le fine-tuning de modèles de langage ou l'exploitation de jumeaux numériques. Et ça, le tout dans votre data center avec la gouvernance et la sécurité que cela implique. Ensuite, l'ODA, l'Oracle Database Appliance, c'est la solution tout en un pour déployer vos bases Oracle dans un format compact, simple à gérer et parfaitement sécurisé. Et enfin, la star du jour, ou plutôt votre dernier rempart numérique, la Recovery Appliance, ou aussi appelée par le passé la Zero Data Loss Recovery Appliance, ou ZDLRA, ou ERA, on va utiliser souvent tous ces acronymes, plusieurs acronymes pour une solution qui est unique, une solution qui joue dans une autre catégorie. Ce n'est pas un système de backup classique, c'est une assurance vie numérique. C'est une machine à remonter le temps pour vos données. Je vous posais une question très simple. Que se passe-t-il dans votre organisation si cette nuit, à 3 heures du matin, un ransomware chiffre toutes vos bases Oracle? Si vos backups ont été compromis ou supprimés? Si vous perdez plusieurs heures, voire plusieurs jours de transactions critiques? C'est un scénario que redoute chaque DSI, chaque RSSI, chaque directeur data. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus de la fiction. En France, la cybercriminalité a atteint un record avec 348 000 infractions numériques enregistrées en 2024, 9% de plus par rapport à l'année dernière et 40% de plus en 5 ans. Les attaques par ransomware ont bondi de 30% avec 542 enquêtes judiciaires et 144 compromissions majeures traitées par l'ANSSI en 2024. Et ça, ce ne sont que les données qui ont été remontées à l'ANSSI. Vous imaginez que l'ampleur du phénomène est nettement plus grand que celui-là. Si aucun secteur d'activité n'est épargné, les PME, les collectivités locales et les hôpitaux sont malheureusement les plus touchés parce que souvent démunis face à ce genre d'attaque. Et 43% des cas, les données sont supprimées ou irrécupérables. Pourquoi? Parce que les backups sont ciblés en priorité. Les backups sont supprimés, les données sont chiffrées et les demandes de rançon vous sont envoyées. Le préjudice économique annuel de la cybercriminalité est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros en perte directe et à plusieurs milliards si on inclut les interruptions d'activité, les remises en état et les atteintes à la réputation. Plus d'un tiers des entreprises touchées disent qu'une reprise complète s'opère en plus d'1 mois. Les coûts, les impacts opérationnels, la perte de confiance des clients, les conséquences peuvent être majeures, voire irréversibles. Face à cette menace, les autorités françaises et européennes insistent sur la nécessité de sauvegarde immuable, isolée et d'une capacité de reprise rapide, comme l'exige désormais la réglementation DORA entrée en vigueur en début d'année. La Recovery Appliance change radicalement les règles du jeu. Dès qu'une transaction est validée dans votre base Oracle, elle est immédiatement envoyée à la Recovery Appliance. Vous n'attendez plus le prochain job de backup. Vos données sont protégées en continu, sans effort, sans latence. En cas d'incident, vous restaurez votre base exactement à l'état où elle se trouvait 1 seconde avant l'attaque. Pas d'approximation, pas de perte intermédiaire, 0 données perdues. C'est un niveau de résilience qu'aucune autre solution ne vous offre nativement avec Oracle. Mais cette appliance ne fait pas que sauvegarder. Elle sécurise vos sauvegardes comme un coffre-fort numérique. Les backups sont immuables, ils ne peuvent être ni modifiés, ni supprimés, même par un utilisateur privilégié ou un malware. Ils sont validés automatiquement, répliqués si besoin sur un autre site, et surtout, ils sont prêts à être restaurés en quelques minutes et pas en quelques jours. La Recovery Appliance est déjà déployée dans des environnements critiques en France, notamment dans le secteur de la finance, dans le secteur public, dans la santé. Et on a énormément de clients qui sont prêts à témoigner et échanger avec vous sur ces sujets. En conclusion, la Recovery Appliance, c'est 0 perte de données, une résilience instantanée face au ransomware, une conformité DORA native et la sérénité pour vos équipes, vos clients et vos régulateurs. C'est une solution qui vous permet de reprendre le contrôle, même dans les pires situations. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Et maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane qui va vous présenter en détail la solution et ses bénéfices. Stéphane. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Cano. Je suis principal solution ingénieur chez Oracle pour la partie système.
Mon job à moi consiste à vous accompagner techniquement sur l'acquisition et la mise en place de produits et d'appliances Oracle, notamment autour des solutions complètement on-premise, à savoir par exemple les Exadata, les ODA, les PCA, comme on a pu évoquer, mais également la Recovery Appliance. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est crucial pour toutes les entreprises. Comment garantir la disponibilité maximale de vos données et protéger vos systèmes contre les ransomware en s'appuyant sur différentes architectures, mais notamment une architecture qui est majeure, qui est très souvent déployée chez nos clients, c'est l'architecture MAA pour Oracle Maximum Availability Architecture, et ainsi pouvoir utiliser toutes les solutions associées. Donc l'agenda de la journée, c'est de comprendre un petit peu tous les enjeux qu'on a autour de toutes ces solutions et l'importance de la haute disponibilité. Parce que la protection contre les ransomware, c'est également de la prévention, c'est également de la maintenance, c'est également énormément d'actions à faire de façon anticipée pour se prémunir de tout type de défaillance et d'incidents. Donc, la haute disponibilité est aujourd'hui un impératif pour toute organisation qui souhaite rester compétitive et résiliente face aux interruptions de service. On a observé parmi nos clients qu'un coût moyen d'une heure d'indisponibilité est aux alentours de 350 000 $ pour une base de données, et cela peut atteindre jusqu'à 10 millions de dollars par an pour des interruptions non planifiées. Le temps moyen d'interruption de service pour certaines bases de données est aux alentours de 87 heures par an, et pour certaines entreprises, c'est un impact financier et opérationnel majeur. Les conséquences, c'est des pertes de clients, des baisses de chiffre d'affaires, une baisse de la réputation de l'entreprise, parce que aussi c'est très impactant de ce point de vue. Et parfois, on l'a évoqué, on va l'évoquer à nouveau avec des réglementations européennes type DORA notamment, des sanctions financières qui sont liées à la réglementation. Avant d'aller plus loin, il est important quand même qu'on ait le même niveau de vocabulaire et les mêmes termes qu'on puisse partager. Il est important d'avoir en tête que la haute disponibilité, la high availability, c'est la capacité d'un système à continuer de fonctionner, même en cas de panne de matériel ou logiciel, grâce à de la redondance. Et la haute disponibilité sert pour se prémunir des incidents, bien entendu, mais également pour se prémunir des maintenances, planifiées ou non, sur les différents systèmes. Ensuite, ces fonctionnalités de haute disponibilité et de MAA peuvent proposer des solutions de scalabilité plutôt horizontale. Donc la scalabilité, c'est la possibilité d'ajouter des ressources et accompagner la croissance de besoins. C'est-à-dire que si j'ai une maintenance ou un incident sur un serveur, que le serveur de secours ou la solution de secours soit en capacité de prendre le même niveau de charge et pourquoi pas de gagner en performance ou accompagner la performance dans le cadre de la disponibilité. On verra ça notamment avec des solutions comme Real Application Cluster, RAC, que vous connaissez très bien pour les bases de données. Et puis, on a la partie maintenance préventive, le MCO, la maintenance en conditions opérationnelles, qui est caractérisée notamment par les mises à jour, qui sont de plus en plus courantes et de plus en plus nécessaires. Les mises à jour qu'on peut faire en mode rolling update, c'est-à-dire la capacité à appliquer des correctifs sans interruption de service, sans dégradation de service. Cette fonctionnalité est très importante et vous verrez qu'avec nos solutions, on est en capacité de vous proposer des maintenances en conditions opérationnelles qui sont quasiment sans impact pour le delivery, pour votre application et votre base de données. Enfin, on a des termes qui reviennent sans cesse, le disaster recovery. Donc ça, c'est la méthode de protection et de restauration des systèmes après un sinistre qui vient compléter en fait la maintenance, la MAA, l'architecture de maximum availability. Donc parfois on peut avoir toutes les sécurités d'un côté, mais la restauration reste nécessaire pour certains cas. Et des termes qui sont souvent utilisés et parfois un peu confondus, c'est la partie RPO et RTO. Donc c'est l'objectif de points de reprise, de temps de reprise et de durée de reprise avec une perte de données tolérée et un temps acceptable pour établir le service. Donc tous ces points-là vont dépendre de l'architecture que vous allez mettre en place et du niveau de service que vous voulez mettre en place. On arrive sur la partie maximum availability architecture. Donc vous savez, Oracle, depuis plus de 40 ans, héberge les données les plus critiques
des plus grandes entreprises, mais également des entreprises un peu plus modestes pour leur partie base de données. Et on sait que la mise en place de systèmes hautement disponibles, c'est un défi de tous les jours. Il y a un coût, il y a une complexité, il y a des investissements à faire, bien entendu, dans du matériel, dans du logiciel, mais également dans la partie formation des équipes. C'est très important également d'avoir un niveau de compétence important pour pouvoir surmonter ce type de problématique le jour où ça arrive. Il y a une intégration matérielle et logicielle qui est faite nativement par Oracle pour proposer des solutions ou du matériel qui sont conçus ensemble. On va voir ça dans quelques slides pour maximiser à la fois la disponibilité, la facilité de gestion et surtout la performance. On sait tous que plus on va mettre de sécurité, plus on va mettre de garde-fous, plus ça va avoir un impact sur les performances. Et vous allez voir qu'avec les solutions que je vais vous présenter dans quelques instants, on n'a pas le même niveau d'impact et au contraire, on a la capacité de pouvoir étendre la performance de la machine et voire même de diminuer l'impact de ce niveau de sécurité sur les workloads que vous allez faire fonctionner sur vos bases de données. Enfin, ce type d'architecture nécessite une gestion du changement, une nécessité d'adapter les processus internes pour optimiser et tirer pleinement parti du bénéfice de la haute disponibilité. Donc tous ces points-là, on va les voir et vous allez voir à travers cette solution que Oracle propose des solutions hardware et software qui sont développées ensemble. On est là pour maximiser l'efficience des solutions, avoir un niveau de performance maximum, une disponibilité très haute, parce que c'est vraiment très important, sans qu'on soit non plus dans des mécanismes de management et de fonctionnement qui soient avec de multiples éditeurs et des fonctionnalités qui soient très complexes à manager. On va prendre le cas de notre best-seller, l'Exadata. Il est disponible on-premise, en hybride, c'est-à-dire en cloud customer, dans vos data centers avec une gestion managée par Oracle, dans le cloud Oracle, dans le cloud OCI, et également chez certains de nos partenaires, type Amazon, Google ou Azure. Et cette machine est systématiquement la même en termes de configuration software et hardware déployée chez tous nos confrères. Et cette architecture, elle a une particularité, c'est une plateforme qui est conçue pour offrir un niveau de performance et de disponibilité natif optimale. On a, dans cet exemple-là, la redondance des serveurs, c'est-à-dire qu'on a des serveurs qui sont actifs, qui nous permettent d'avoir une scalabilité horizontale pour les performances et répartir le workload sur plusieurs serveurs, mais également la possibilité d'avoir cette tolérance à la panne en cas de panne d'un des serveurs. On a du stockage distribué avec une redondance qui peut être simple ou triple d'ailleurs. Et cette redondance permet de se prémunir de la panne d'un disque et la double panne de disque, par exemple. Et également, on a un certain nombre de mécanismes qui nous permettent d'avoir une maintenance en conditions opérationnelles sans interruption avec les fameux rolling updates sur la partie patching. Et donc, ces fonctionnalités rentrent complètement dans cette direction, dans cet état d'esprit, à savoir un maximum de performance, un maximum de disponibilité et de la scalabilité possible sur la solution. Vous voyez ce slide qui est parfaitement lisible et on voit qu'on a un certain nombre de fonctionnalités et là, c'est qu'un échantillon qui nous permet de voir ce qui est intégré à l'Exadata, notamment sur le software. J'ai fait le focus sur un certain nombre de fonctionnalités qui sont notamment la détection de gel des I/O, par exemple, détection avec une réparation automatique, avec les interconnexions au niveau du réseau que vous voyez en bas à droite, qui sont les réseaux requis, une interconnexion active-active, c'est-à-dire que si on perd un des liens réseau, l'autre est toujours là, il était déjà là de toute façon. Et on a également la possibilité, sur l'utilisation des caches d'Exadata sur les versions actuelles, d'avoir du cell-to-cell rebalance, ce qui veut dire qu'on a du cache qui est préservé, même si on a une interruption d'une cellule de stockage, les deux autres qui sont là sont capables de restituer le cache qui a été généré pour ainsi avoir une haute disponibilité et sans impact sur les performances. Ça, c'est très important sur ces architectures. Et en fait, l'architecture EMA, elle est vraiment très simple à comprendre. On l'a vraiment organisée à travers des couleurs, un petit peu comme les médailles des Jeux Olympiques, à savoir bronze, silver, gold et le super champion, c'est le platinum.
Donc, sur ces éléments, vous voyez qu'il y a une très forte intégration sur la partie logicielle. Donc là, on parle notamment de la partie base de données, mais ça vaut également pour d'autres solutions qui embarqueraient du IaaS ou des systèmes de conteneurs. On a des recommandations qui sont basées sur les 40 ans, les 45 ans d'expérience d'Oracle sur les données critiques de nos clients. On a les meilleurs experts du monde pour gérer ce type d'architecture. Et avec tous les incidents qui ont été analysés et toute cette expérience qu'on a pu accumuler au fur et à mesure des années, des recommandations ont été basées sur ces retours. On a un référentiel d'architecture pour chaque niveau de criticité, de la production au développement, et ainsi adapter le niveau de disponibilité et le niveau de performance qui sont liés. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs technologies qui peuvent être embarquées dans ce type d'architecture. La première, ça va être du DataGuard ou de l'Active DataGuard pour faire de la réplication de bases de données entre des appliances, entre des machines, entre des sites. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait. Mais si on se concentre que sur une machine, nous avons la possibilité d'avoir du RAC pour le Real Application Cluster qui permet d'avoir du cluster actif-actif ou du cluster actif-passif. Après, c'est à vous de choisir la configuration. Mais on peut également aller vers du sharding, c'est-à-dire c'est de la réplication de bases de données entre elles avec des bases de données maîtres qui sont là pour faire vraiment du multisite et de la réplication géographique entre des bases de données. Donc, tous ces aspects-là sont intégrés dans des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Et plus vous allez monter vers le service Platinum, plus vous allez intégrer ce type de fonctionnalité. On voit ça, par exemple, tout de suite avec la partie bronze. La partie bronze, la plupart du temps, c'est celle qui est native dans vos entreprises. C'est celle qui est aux alentours des environnements de dev et de test. Même si la dev et le test restent des productions, non pas business, mais des productions internes, il est quand même nécessaire d'avoir un certain nombre de fonctionnalités qui vous permettent de restaurer et de repartir d'une feuille blanche si jamais on a une problématique sur l'environnement. Donc la partie bronze, c'est sauvegarde simple et c'est adapté aux environnements, on va dire, les moins critiques. Parfois, il y a des bases de données de production qui sont pas excessivement critiques, qui ont ce type de niveau de service, mais nos recommandations sur la production, c'est bien sûr d'aller plus vers la droite, plus vers le platinum, et on va voir que, par exemple, quand on passe sur la partie silver, donc on reprend tous les éléments qu'on a pu voir sur la partie bronze, et on va intégrer, par exemple, de la haute disponibilité avec RAC, et on va mettre en place des application continuity, donc ça c'est du paramétrage côté application pour avoir de la haute disponibilité au niveau, bien entendu, base de données, on l'a déjà, mais également au niveau application. Enfin, quand on va sur la partie Gold, on va rajouter à ça une réplication sur un autre site avec la possibilité de mettre de l'Active Data Guard, pourquoi pas, qui permettra de décharger la production de certains types de workloads et d'avoir une base de données qui est en réplication mais qui n'est pas dormante, qui permet d'avoir par exemple du BI ou du reporting sur ce type d'infrastructure, ce qui permet vraiment d'optimiser aussi des investissements qu'il pourrait y avoir sur du matériel et d'avoir une production qui fait son travail de production avec du transactionnel, des chargements, etc., une réplication en temps réel et aussi avoir la capacité de décharger le workload sur ce type de base de données. Et enfin, sur la partie Platinum, vraiment pour les bases de données les plus critiques, on peut imaginer avoir une solution type Golden Gate. Golden Gate est une solution logicielle qui permet de faire de la photocopie de données. C'est-à-dire qu'on va prendre des données qui sont dans des bases, dans une ou des bases, dans une ou plusieurs tables, de les répliquer et de les agréger directement dans une autre solution. On peut faire ça, on peut faire de la réplication, on peut aller très très loin dans la solution, mais vous voyez que chaque élément permet de répondre à un besoin, et bien entendu, chaque élément peut être personnalisé en mettant plus ou moins de services dans une catégorie et modifier un certain nombre de choses de ce côté-là pour vraiment répondre précisément à ce que vous attendez. On arrive sur la partie Recovery Appliance. La partie Recovery Appliance, Nicolas le disait tout à l'heure, elle a plusieurs noms. Ça a commencé par ZDLRA, qui voulait dire Zero Data Loss Recovery Appliance. Et finalement, on s'est dit que c'était beaucoup plus simple pour nos clients de prononcer Recovery Appliance. Donc, vous allez m'entendre parler de ZDLRA, de Recovery Appliance et de RA, voilà, qui est le petit diminutif de la solution. Mais en tout cas, c'est une machine qui est symbolisée par celle que vous voyez à l'écran, qui est une solution dédiée au backup de la base de données Oracle. Elle est dédiée au backup
également, elle sait faire de la restauration. Et ce n'est pas une mauvaise blague, c'est vraiment quelque chose qui est très important. La restauration, c'est quelque chose qu'on teste très rarement dans les entreprises, pas assez souvent, et parfois on se retrouve dans des cas où on a des backups qui ont fonctionné, mais les backups sont corrompus, et on est en incapacité de le restaurer. Et je vais vous expliquer à travers ce mécanisme comment fonctionne la Recovery Appliance. Elle protège vos données au niveau transactionnel, c'est-à-dire qu'on a la capacité de pouvoir faire du Real-Time Transaction Protection. Donc, cette partie-là, c'est quoi? C'est envoyer les redos sur la Recovery Appliance. Donc, comment ça marche? C'est un petit peu comme du data guard. Vous allez faire un backup incrémental full une bonne fois pour toutes dans la vie de la base de données. Il ne sera plus nécessaire de le refaire. Et ensuite, la Recovery Appliance, vous allez configurer votre base de données pour qu'elle envoie les redos directement sur la Recovery Appliance. Et après, c'est la Recovery Appliance qui va faire le travail pour reconstruire et pour créer des virtual full backup. Donc, il y a un trafic qui se fait entre la Recovery Appliance et votre base de données. Votre base de données peut être endoucée jusqu'à la 23 EI, la dernière release actuellement commercialisée par Oracle. Et cette protection en temps réel permet vraiment de se prémunir de la perte de données jusqu'à la transaction près. Donc, on est sur un RPO qui est proche de zéro. On n'est jamais à zéro, hein. On sait comment fonctionne l'informatique, mais on est très très proche de zéro. Et ça permet de répondre à certaines réglementations qu'on verra plus tard. Mais ce qui est important de comprendre dans ce schéma, c'est que la Recovery Appliance reçoit des données en permanence et reconstruit ses virtual full backup. Vous avez la possibilité de répliquer ces données soit dans une architecture CyberVault, donc le AirGap CyberVault qui est plutôt en bas, donc dans un environnement cloisonné pour se protéger et isoler vraiment la réplication des backups qui sont faits en frontal sur la Recovery Appliance primaire. Vous avez également la possibilité de faire la réplication sur une autre Recovery Appliance qui serait le connectant en permanence. Et puis, vous avez la possibilité de faire pour la long-term retention, pour faire l'externalisation de vos backups, d'utiliser soit de l'object storage, on parle de S3 émulé, soit une baie de stockage ZFS, hein, nos baies de stockage Oracle, soit de la tape à travers soit Oracle Secure Backup, soit à travers un logiciel tiers. Donc, d'autres solutions du marché sont parfaitement compatibles avec la Recovery Appliance et vous permettent d'externaliser des backups qui peuvent être hebdomadaires, quotidiens ou mensuels sur ce type de librairie et ainsi avoir la capacité d'externaliser et d'avoir une gestion de la rétention sur du long terme avec vos backups. Les sauvegardes sont incrémentales en continu. Donc, vous avez bien compris que la Recovery Appliance fonctionne comment? C'est du Herman, c'est de la commande Herman, telle que vous la connaissez. Il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous savez faire avec du Herman. Et vous avez de l'envoi qui est fait à travers les redo logs qu'on fait comme du data guard. C'est la configuration de destination qui est faite à ce niveau-là. La Recovery Appliance travaille en mode block change. Donc, vous recevez des blocs. La Recovery Appliance sait identifier ces blocs et à travers cette politique de backup va générer un backup qui sera très précisément à l'heure ou à la transaction que vous avez demandé. Donc, elle va prendre les données et elle va restaurer un virtual full backup par rapport à ça. La restauration, c'est à un instant précis. Vous pouvez restaurer la base de données à n'importe quel point dans le temps avec une date extrêmement précise, une optimisation des ressources, parce qu'en fait, vous allez avoir une vitesse de restauration qui peut être de plusieurs terras par heure, suivant les configurations que vous avez et suivant la configuration réseau. Et également, vous avez une baisse de l'impact au niveau du poids du backup et de la restauration sur vos systèmes de base de données, parce qu'en fait, le backup, il est fait en incrémental, vous l'avez bien compris, une bonne fois pour toutes, il est envoyé directement sur la Recovery Appliance, et après, vous n'avez plus à faire ce type de backup. C'est juste du push d'archive log qui est déjà fait. En termes d'impact disque, performance, CPU et réseau, c'est vraiment très, très intéressant de ce côté-là. Enfin, qui dit sécurité des données, dit encryption. On a tous cette problématique des backups et des bases de données qui utilisent TDE, donc l'encryption que vous pourriez utiliser avec les options de la base de données, pour avoir une encryption au niveau de la base de données. Et cette fonctionnalité a un impact direct sur la volumétrie de vos backups et sur le stockage de vos backups. La Recovery Appliance
implémente une fonctionnalité qui est unique sur le marché, c'est à savoir de faire de l'optimisation de l'espace sur des backups encryptés. Donc, Oracle discute avec une appliance Oracle. Les clés sont stockées toujours côté base de données. La Recovery Appliance ne connaît pas la clé. Et c'est pourquoi on va faire sur le serveur de base de données de la décryption, de la compression, réencryption et envoi en format virtuel full backup directement sur la Recovery Appliance qui, elle, après, fera le même travail qu'elle fait avec une base non cryptée. Mais en tout cas, elle a reçu ces informations qui sont compressées et qui permet d'avoir un gain non négligeable sur la partie storage des backups. On sait tous que des fonctionnalités du marché, des solutions du marché permettent de faire de la déduplication très forte sur des bases non cryptées. Sur une base cryptée, ce n'est pas du tout le même enjeu. Et on a pu observer chez la plupart de nos clients aux alentours de 3 fois un gain de storage sur des backups encryptés par rapport à des solutions concurrentes. Donc ça aussi, c'est très important d'avoir en tête que cette fonctionnalité qui est native avec la Recovery Appliance est intégrée et peut vraiment s'intégrer directement dans votre système d'information par rapport à ça. Et bien entendu, on a des backups qui sont cryptés, compressés, donc forcément moins de données à transférer sur le réseau et ça a moins d'impact, comme je disais tout à l'heure, sur l'ensemble de votre système d'information. On arrive sur la partie qui nous intéresse tous, c'est la partie ransomware. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas voir dans nos newsletters préférés. C'est telle entreprise a eu une attaque, il y a eu un data leak, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu du ransomware. Il y a une croissance exponentielle aux alentours de 147 zeta-octets au niveau monde sur la croissance des données. Il y a beaucoup d'usages qui sont faits avec de l'intelligence artificielle, des prises de décision, etc. Et la conséquence, c'est que la gestion des données et la sécurisation des données, elle est beaucoup plus complexe et on a une augmentation des risques de cybersécurité. Et c'est pour ça que ces explosions d'attaques, j'ai mis quelques points en surbrillance, qui ont augmenté sur 5 ans de plus de 264% avec des coûts absolument colossaux de plusieurs dizaines de milliards de dollars annuels de dommages, des conséquences sur les pertes de clients, on revient toujours à ça, sur la partie impact sur la réputation de l'entreprise. Et surtout, les personnes qui ont payé sur les attaques ransomware, qui ont répondu à ça, ils sont à nouveau attaqués parce qu'en fait, ils deviennent des bons clients par rapport à ces pirates. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la solution Recovery Appliance elle a un intérêt par rapport à ça. Et je vais vous expliquer dans quelques instants les différents mécanismes qui sont autour de ça. C'est que 70% des attaques impliquent le chiffrement des données. Les bases de données, c'est la cible principale, avec des secteurs qui sont des secteurs impactés qui sont aux alentours des services financiers, la santé, l'industrie, bien entendu. Des temps de récupération qui peuvent être colossaux. Un mois pour les entreprises, c'est absolument énorme. Et avec un impact aussi sur l'encryption des backups. Et je vais vous expliquer à travers la Recovery Appliance comment on se prémunit de ces attaques-là. Et on s'aperçoit également que 25% des succès pour se sortir de ces attaques interviennent lorsqu'on a des backups qui sont compromis. Donc on a des pertes de données, on a tous ces impacts-là. Et c'est vraiment trop important pour négliger ce point-là. Il y a aussi un autre point, c'est qu'au-delà des attaques, la régulation nous impose un certain nombre de choses. Maintenir une configuration sécurisée, contrôler, surveiller l'accès aux données sensibles, chiffrer les données, les clés, etc. etc. Et vous connaissez toutes ces réglementations autour de DORA, de NIS, de RGPD. Et ça impose des exigences techniques similaires pour la résilience des données et des activités. Donc c'est important d'avoir toutes ces fonctionnalités qui sont implémentées pour ne pas être dans le giron du législateur. La Recovery Appliance, comment elle marche pour la protection des ransomware? Hop, on y arrive. On a déjà un mode de fonctionnement qui est celui-ci. Le ransomware, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va scanner tous les endroits où il a des droits en lecture, en écriture. La première chose qu'il va faire, c'est dès qu'il va avoir un backup qui est sur un montage NFS, un montage SMB, il va essayer de l'encrypter. La Recovery Appliance fonctionne à travers des API Airman. Donc, vous avez la possibilité de mettre en place l'encryption entre votre serveur de base de données et votre serveur de backup, et ainsi vous prémunir de ce type d'attaque. C'est complètement invisible. On a également l'immuabilité des backups. Donc, les backups, une fois que vous avez défini une stratégie de sauvegarde, vous ne pouvez pas la modifier. C'est vraiment très important. Même quelqu'un qui a des droits élevés ne pourra pas
modifier ses backups. C'est très, très, très important que ce soit volontairement ou un ransomware. Ce n'est pas possible. On a des copies externes. Donc, l'externalisation sur Tape, on l'a vu tout à l'heure, ou sur un logiciel tierce, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, le même niveau d'immuabilité sur les copies externes. Et bien entendu, c'est très intéressant d'avoir ça. Un autre point que je n'ai pas forcément mis en avant, c'est la validation continue des backups. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous envoyez une donnée sur la recovery appliance, elle est testée comme étant restaurable. S'il y a le moindre alerte par rapport à ça, vous avez un gros warning sur votre dashboard. D'ailleurs, c'est dashboardé, hein, il y a du monitoring à travers Oracle Enterprise Manager. Et vous avez toutes les informations sur la restaurabilité de votre sauvegarde, sans avoir besoin de faire de tests. Donc, pas d'impact de performance, pas de trafic réseau, pas d'IOPS. Voilà, c'est très important. C'est transparent. Euh, Bien entendu, quelqu'un qui a des droits très élevés pourrait dire bah, tiens, je peux supprimer des backups. La Recovery Appliance bloque ce type d'action. Un unmute voting est possible. C'est-à-dire que si par défaut la machine est verrouillée, pas de mot de passe route, pas d'activité, pas de package spécifique, si quelqu'un veut modifier des droits et s'attribuer des droits plus élevés, il y a un consortium de personnes dans un workflow que vous allez définir qui vont autoriser ou pas ce type d'action. Enfin, il y a une séparation qui est très forte au niveau des rôles, notamment au niveau des DBA et des administrateurs de la ZDLRA. Où un DBA pourra restaurer des bases, mais ne pourra pas administrer la Recovery Appliance. Et inversement, l'administrateur de la Recovery Appliance ne pourra pas restaurer des bases ou faire des interventions dessus. Et vraiment, pour avoir une séparation des rôles, et vraiment se prémunir de tous ces impacts. C'est ainsi que je passe la main à Gabriel, qui est le directeur du Head of Data Department de Composite, qui a plusieurs cas clients à vous exposer, et qui va vous montrer un petit peu comment ça s'illustre directement chez nos clients par rapport à ça. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui. Euh, je vous propose de parler de quelques cas clients que nous avons pu mettre en place, mais commençons déjà sur le slide suivante par revoir les problématiques. Comme Stéphane bien l'a indiqué tout à l'heure, il ne s'agit pas de se dire qu'on veut restaurer tout le système d'information au même moment exactement, parce qu'il y a des applications plus ou moins critiques. Il faut toujours prendre en compte des éléments qui sont spécifiques à chacune des applications en ce qui concerne le recovery time objectif et recovery point objectif. Et ce que nous voyons souvent chez nos clients est qu'en réalité, il y a une interdépendance applicative entre les différentes composantes du système d'information qui font qu'il y a besoin d'avoir un tout unitaire pour que l'application, pour que l'entreprise puisse fonctionner correctement. Et c'est un enjeu très important, l'intégralité des échanges entre les applications. Il ne faut pas attendre à se poser la question comment je me débrouille une fois que l'organisation a été attaquée. Il faut se poser des questions en amont et s'organiser, avoir une procédure claire de qui fait quoi et de telle manière à faire en sorte qu'on est en mesure de restaurer les données qui seraient vérolées dans le cas d'une attaque de ransomware. Pour les entreprises qui commencent à avoir un nombre important de bases de données, réaliser ces opérations manuelles, c'est une question de risque, d'une part, et d'autre part, c'est une question d'efficacité. Nous avons des clients qui ont plusieurs milliers de bases de données. Si à ce genre de fonctionnement, on se pose la question à faire des restores à la main, on aura pour un certain temps. Donc, c'est pour ça que nous considérons que l'automatisation de ces processus est un élément clé. Bien que la Recovery Appliance fasse en interne des tests pour s'assurer que les sauvegardes on peut faire des restores sur des sauvegardes, néanmoins, des tests, des procédures spécifiques pour chaque entreprise et chaque application, nous estimons que sont nécessaires dans le sens où c'est pas parce que la base est restaurable qu'on sait réellement qu'on sait réellement la restaurer. C'est-à-dire que c'est une question de procédure et d'automatisation. On peut bien mettre en place un système avec des choses parfaitement fonctionnelles, mais qui à un moment donné
il y a des choses qui vont changer et les procédures ne vont plus fonctionner. Et c'est pour ça que nous insistons sur les tests réguliers. Donc, on peut passer sur le slide suivante pour parler d'un premier cas de client qu'on voit assez régulièrement. Un contexte où la sauvegarde des bases de données Oracle est faite sur un partage NFS. Pourquoi? Parce que c'est la solution la plus simple à mettre en place et qui a malheureusement les inconvénients que Stéphane a cités tout à l'heure, à savoir qu'elles sont très faciles à être corrompues et puis la sauvegarde depuis ce file system vers un media manager quelconque pour faire des sauvegardes. Dans ce genre de choses, on est sur des cas de risque élevé, avec une complexité à restaurer les choses. Plus le nombre d'intervenants requis est important, plus la capacité à restaurer d'une manière fluide est réduite. Donc, nous avons étudié avec le client les différentes options qui sont à la fois technologiques, à la fois appropriées dans son contexte. Et le résultat, c'est que nous avons mis en place de la recovery appliance pour faire les opérations de sauvegarde-restauration. La protection des sauvegardes à l'aide des bandes magnétiques, certes, ça peut paraître dans notre âge, mais ça a l'avantage d'avoir une déconnexion réellement physique entre le système d'information et les bandes qui peuvent être stockées d'une manière sûre quelque part sur un autre site externe pour se protéger aussi sur les désastres de site. C'est aussi une capacité d'automatiser les opérations de restore et organiser des tests réguliers. On a travaillé également parce que le client en question était dans un contexte où il utilise du TDE et on a mis en place la configuration adéquate pour faire en sorte que les sauvegardes soient optimisées sur la partie stockage. La protection de Zero Data Lost, c'est pas un nice to have dans le sens où on va pouvoir le voir sur le slide après. C'est quelque chose qui est très important dans le processus d'optimisation des sauvegardes parce que Stéphane tout à l'heure parlait du fait que les sauvegardes sont optimisées. Oui, sont optimisées et on va le voir sur le slide après. Donc les bénéfices, on a réellement retrouvé un ROI en ce qui concerne les bases de données qui sont en premise. On a constaté une baisse de la quantité d'universal crédit consommé par le client sur son XACC, parce que le client en question est sur XACC, en ce qui concerne les opérations de sauvegarde-restauration. Les SLA sont respectés dans ces conditions. L'entreprise est confiante qu'elle a la capacité à restaurer en cas d'attaque ransomware. Tout ça dans les conditions d'un espace disque optimisé sur la recovery appliance grâce à la fonctionnalité de compression spécifique pour des données encrypted par Oracle. Donc, sur le slide suivant, on va pouvoir voir l'impact technique de ces opérations. Donc, quand on a comparé la performance de la sauvegarde avant-après, déjà sur la durée, on ne parle pas de l'incrémental zéro qui est fait une fois pour toutes sur la recovery price, ne serait-ce que l'incrémental 1 se fait d'une manière plus optimisée sur la recovery appliance versus l'écriture sur NFS et la partie CPU consommée par la base de données pour réaliser ces opérations est quelque chose de bien moindre. Et sur le slide de droite, ce que nous allons pouvoir observer est qu'il y a quasiment pas de consommation CPU pour faire la sauvegarde des archives de par le fait que la fonctionnalité Real-Time Redo Transport permet d'optimiser ces opérations. On va le voir après sur un autre slide. Sur un autre slide, je vais vous expliquer avec des logs comment ceci est réellement utilisé. Mais ce qu'il faut retenir est que ces chiffres sont sortis de l'analyse avant-après
avant la sauvegarde sur l'NFS, sauvegarde après sur la Recovery Appliance. On peut voir sur le slide suivante un deuxième cas d'usage plus global. Nous sommes dans un contexte d'une application SAP avec ses deux bases issues SRM de taille conséquente. Le client en question a déjà de la recovery appliance, mais ne met pas en œuvre l'ensemble des best practices qui sont nécessaires dans son contexte, dans le sens où les sauvegardes sont disponibles sur un seul site et sont pas protégées, et l'ensemble des flux réseau passent par le réseau dit client de l'Exadata. Donc, dans le cadre de notre mission, nous avons proposé de profiter d'une évolution de la plateforme hardware pour revoir entre autres la méthode de sauvegarde. On est passé du 3 à 4 nœuds, parce que ça, c'est aussi important en ce qui concerne la répartition charge et l'optimisation des licences. Et on est passé à la Recovery Appliance 23. Cette évolution d'architecture nous a permis de faire en sorte que les flux de réseau soient réellement séparés par usage, flux client, flux disaster recovery et flux de sauvegarde, parce que nous avons mis en place un réseau isolé à travers des Tor switch qui nous permet d'atteindre un débit jusqu'à 5 gigabits seconde en sauvegarde comme en restauration. Et ceci sans passer par le réseau client, ce qui nous permet en réalité d'avoir des bénéfices importants dans le sens où on peut faire la répartition charge sur l'ensemble des nœuds du cluster rack, y compris avec SAP. Certains disent que c'est pas possible à faire de la répartition charge avec SAP. Si, c'est possible. On a une ROI concernant l'utilisation des licences, parce que dans ce cas-là, nous sommes sur un client qui exécute son workload au premise. La bande passante cliente est réservée uniquement aux applications. On a supprimé les risques d'engorgement réseau. On a amélioré la sécurité parce qu'avec les flux dédiés sur chaque type de réseau, il y a un meilleur contrôle d'un point de vue firewall et gestion des accès. On a amélioré la performance de la sauvegarde parce qu'on n'est plus limité en bande passante, on n'est plus limité en nombre des CPU. On peut utiliser le rack pour faire le parallélisme des sauvegardes. On respecte les SLA des restaurations, et en plus de ces éléments qui sont importants pour le cas de désastre, on a étendu l'utilisation de la Recovery Appliance au système de refresh des environnements. Donc, sur des volumétries telles que vous le voyez ici, 65 Tera, 20 Tera, sont des durées extrêmement importantes en termes de refresh des environnements hors production. Auparavant, on était sur une durée d'interruption pour un refresh d'un environnement d'une semaine, c'est-à-dire que les équipes applicatives ne peuvent pas bénéficier de leur utilisation, de leur environnement pendant une semaine versus une seule nuit avec la nouvelle implémentation et la nouvelle architecture. Ceci a une valeur importante pour le client parce qu'il est capable de mieux utiliser ces environnements hors production. Quand vous avez des équipes qui sont de taille importante et que l'absence des environnements est préjudiciable, autre que la production, sachez que même les environnements hors prod ont une valeur très, très importante. Et donc, ce qu'on peut voir sur le slide suivante, c'est que l'architecture globale, on est sur un cluster à 4 nœuds sur chacun des data centers, avec un réseau local pour la sauvegarde sur chacun des data centers, et naturellement une réplication DataGuard entre les data centers sur un réseau qui lui est dédié. Donc, on peut passer sur le slide suivant pour voir effectivement dans les logs Herman, par exemple, comment on a pu tirer profit de cette capacité à faire du parallèle. Donc, on voit bien sur la gauche le cluster A, 4 nœuds
avec une base de données. Et on voit bien que la sauvegarde, les scripts de sauvegarde restent tels que vous les connaissez, backup database. Et ce qui est important, c'est ici on est sur sur un incrémental 1 et euh, euh, on est sur des backups des archives log. Ce qui est important sur cette partie-là, vous voyez sur la colonne de droite, on voit les sessions Herman qui sont actives sur chacun des canaux. Chaque canal est réparti sur une autre instance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on fait la sauvegarde, on utilise l'ensemble des nœuds du rack. Et deuxième élément que vous voyez ici, on voit que grâce à la fonctionnalité Real-Time Redo Transport, il n'y en a pas besoin de sauvegarder en réalité les redo log online archivés parce qu'ils sont déjà présents dans la recovery appliance. Et donc, ceci permet de faire des économies de cycle CPU et des I/O qui, pour des bases de données qui génèrent plusieurs terras d'archives par jour, c'est un gain très, très important en termes d'optimisation. Même pour les bases qui génèrent moins d'archives log par jour, c'est toujours une question de proportion. C'est toujours intéressant de ne pas avoir à faire quelque chose parce que les informations ont été déjà transmises à la recovery place naturellement comme un data guard. Donc, nous avons pu mettre ça en place. On peut voir sur le slide suivant. Grâce à notre expérience qui est à la fois sur le domaine de l'infrastructure, à la fois dans le domaine de cloud et de la donnée, et dans le domaine de la sécurité. Donc, nous intervenons auprès de nos clients sur trois types d'activités, tous à la fois ou un ou plusieurs, selon votre besoin. On intervient en consulting pour comprendre la situation, pour vous proposer la solution la plus adéquate. Et il faut bien rentrer dans les détails de votre besoin pour y proposer la bonne solution. On peut vous aider à mettre en place cette solution et au cas échéant, on est capable d'exécuter les activités quotidiennes ou une partie des activités quotidiennes pour vous, qu'est-ce qu'on appelle le MCO. Et donc, on fait ça parce que ça fait des années qu'on fait ça. Donc, moi, personnellement, j'en fais depuis 96 et j'en ai fait du monde de la haute dispo depuis Oracle 7. Ça remonte avant 2000, 98. Et de l'Exa, je fais depuis la V1. Et du ZDLRA, j'en fais depuis 2016. Donc, c'est pas d'hier qu'on utilise ce genre de solution. Et grâce à cette expérience acquise, on peut vous accompagner si vous avez besoin sur vos projets. Donc, je passe à Stéphane. Merci Gabriel, merci, c'est très intéressant d'avoir ce retour du terrain. Il faut vraiment apprendre du terrain et de voir que la théorie ça s'approche vraiment de la pratique et les impacts qu'il peut y avoir sur ce type d'intégration dans le système d'information et c'est vraiment du bénéfice pour nos clients. Et en fait, moi, j'arrive sur la conclusion, juste avant la partie questions-réponses pour laquelle je vais transférer la main à Patrick dans quelques instants. Mais pour conclure, en fait, on a pu voir qu'il y a différents éléments qu'on a croisés, qu'on a mixés dans cette architecture, dans cette présentation. On a la haute disponibilité, la résilience face au ransomware à travers tous les mécanismes, les impacts sur les performances. On s'aperçoit que toutes ces options sont voilà, toutes ces actions ne sont plus optionnelles, hein. L'intégration de ce type de protection, c'est nécessaire pour la survie, la compétitivité des entreprises, pour garder une image de l'entreprise. On en parlait, c'est très important. Et les solutions Oracle, en particulier l'architecture EMA, Maximum Availability Architecture, la Recovery Appliance, offre un cadre qui est quand même éprouvé, automatisé pour répondre à ces défis. Ça assure la conformité réglementaire, on a parlé de DORA, de Nice, et la protection maximale de vos données. Et avec tous ces éléments, je pense que vous êtes armés pour affronter les différentes problématiques de sécurité et d'attaque de vos entreprises. Je vous remercie vraiment pour votre attention et c'est ainsi que je passe la parole à Patrick pour la partie questions-réponses.
Super. Merci. Merci Stéphane. Voilà, j'attends que vous mettiez en place. Gabriel, eh ben, tu peux rallumer aussi ta caméra et ton micro. Euh, on enchaîne par les questions. Une première question, c'est sur les notions d'administration. Donc, Hum. étant donné l'immuabilité de l'ARA, hein, si on a besoin donc de changer des policies de backup, comment ça s'administre? Alors, il y a beaucoup de garde-fous sur cette partie-là. En fait, les policies, par défaut, une fois qu'elles sont créées, elles sont plus modifiables. Par contre, rien ne vous empêche de créer une autre policy avec une rétention plus longue, pourquoi pas, ou avec une externalisation de vos backups et avec les comptes à privilèges que vous auriez sur la Recovery Appliance, de modifier la policy et pour ainsi mettre la base de données qui était sur la policy A, la passer sur la policy B, par exemple. C'est tout à fait possible. Ok, merci Stéphane. Euh, sur maintenant des solutions de backup, est-ce que je peux utiliser ma solution de backup actuelle? Est-ce que je peux l'interconnecter avec la Recovery Appliance? Absolument. En fait, hein, ça faisait partie hein, du cahier des charges de la solution, parce qu'on est sur un système de base de backup de base de données spécialisé pour Oracle, avec des fonctionnalités très avancées. On ne répond pas à des workloads qui sont vraiment plus généralistes, hein, on est vraiment spécialiste. Et tout l'intérêt de la solution Recovery Appliance, c'est qu'elle ne vient pas en concurrence ou à la place d'une autre solution, mais elle vient s'intercaler au milieu. Et pour répondre techniquement et rapidement sur ce sujet, il suffit d'installer un agent Herman que vous installeriez sur votre serveur de base de données standard, l'installer directement sur cette appliance pour couvrir l'ensemble des bases de données et ainsi pouvoir externaliser sur des solutions du marché que vous connaissez très bien, sans aucun problème. Beaucoup de nos clients utilisent ce type de fonctionnement, non pas pour le backup, on va dire, quotidien de proximité primaire, on va dire, mais plutôt pour l'externalisation et la sauvegarde à long terme. Merci Stéphane. Également, est-ce que l'ARA, est-ce qu'on peut l'insérer dans nos projets actuels de migration? Ah oui, absolument. Et ça, c'est un des use cases qu'on n'a pas évoqué là parce que le temps fait son œuvre. Mais par exemple, certains de nos clients utilisent la Recovery Appliance, bien entendu, pour faire la sauvegarde, la restauration, la protection de la ransomware. On l'a vu, on ne va pas revenir dessus. Mais également pour faire du replatforming. Je pars d'un système Unix. Et pour les plus techniciens d'entre vous, vous saurez de quoi je parle avec du Big Indian et du Little Indian sur la destination ou l'inverse. Et en fait, la Recovery Appliance permet de faire cette conversion de Little Indian vers Big Indian, pardon pour la technique, mais cette conversion donc se fait déjà nativement de par la solution, mais également vous avez la capacité de faire des restaurations incrémentales et utiliser toute la capacité de restauration. Donc je parlais tout à l'heure de plusieurs dizaines de terras par heure de capacité de restauration, notamment si on est en attachement direct sur la machine à travers des composants réseau, et faire des restaurations incrémentielles. Et lorsque vous faites du replatforming, vous passez d'une base de données qui était sur un système vers une base de données qui est sur un autre système, faire cette conversion et de minimiser le downtime par rapport à ça. En effet, c'est un des use cases de cette appliance. Ouais. Encore prendre une question, là, une petite question piège, je pense, Stéphane, là. Mmh. Euh, j'ai des bases version 11. Est-ce que je peux les sauvegarder sur cette appliance? Alors, c'est toujours délicat avec la version 11. Donc, si vous êtes en 11.2.04 avec les derniers niveaux de patch, il y a des fonctionnalités que vous pouvez mettre en place. Par contre, le real-time transportation, il y a peut-être des subtilités de ce côté-là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que beaucoup de nos clients font des migrations et que des bases 11, il y en a encore beaucoup, mais ont tendance à migrer vers la 19. Donc, Pour compléter oui, Pour pardon, compléter ce que Gabriel. tu dis, Stéphane, c'est tout à fait possible à mettre en place le real-time redo transport, mais sur une base de données 11. La limitation est que il ne peut être mis en place que depuis le site primaire. On ne peut pas mettre en place le real-time redo transport depuis la primaire et depuis la standby. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été introduite en 12.2. Mais la 11.2.04 supporte tout à fait le real-time redo transport, mais uniquement depuis la primaire. Merci, Super, Gabriel. super. Merci Gabriel, merci Stéphane. Je vais passer la parole à Nicolas pour les messages de conclusion. Ouais, très bien. Merci Patrick, merci Stéphane, merci Gabriel. Merci surtout à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et de l'intérêt que vous portez à notre solution Recovery Appliance.
L'ensemble de nos équipes se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, pour étudier l'intégration de RA au sein de votre SI pour renforcer la sécurité de vos données. Alors, bien évidemment, après cette session, vous dites waouh, avec RA, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux m'arrêter là. Non, non. Participez aux 2 prochaines sessions de la Security Week, donc le webinaire de demain et d'après-demain. Vous allez apprendre encore plein de choses. Il y a des sujets complémentaires qui sont abordés, tout aussi importants. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Je vous remercie encore pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au Merci, revoir. Au revoir. merci à tous. Rendez-vous demain pour la gestion de la sécurité et de la souveraineté de vos projets d'IA. Voilà, rendez-vous 11 heures demain. Merci à tous. Merci. Merci.